Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire aujourd'hui, une triomphante mèche blonde dressée sur le crâne, des expressions désormais mythiques comme c'est pas juste, un zizi sexuel, mais oui, vous l'avez reconnu, c'est Titeuf, il fête ses 30 ans et on va les célébrer avec Zeb, son auteur, il est l'invité du Grand Oral. L'anti-sèche, des Maguessel, l'anti-sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. Programme d'histoire aujourd'hui, on va parler de la Première Guerre mondiale à l'occasion de la sortie du film Tirailleurs, film de Mathieu Vadepied avec Omar Sy dans le rôle principal. L'heure de la récré, toujours avec Emma, vous connaissez la passion d'Emma pour les chiens, elle vous proposera une récré californienne et canine. Et puis rendez-vous en fin d'émission avec Marie-Olivier et son cours particulier, direction l'Ukraine, mais aussi la République démocratique du Congo pour parler des vertus de l'art-thérapie pour les enfants victimes des guerres. La quotidienne de School TV, c'est maintenant, c'est parti, Grand Oral. Il les fait vraiment pas, ses 30 ans, avec son tarin à la Chine Talon, sa boule presque à zéro, n'était sa signature visuelle, une mèche. J'essaie de faire la mèche de Titeuf. C'est pas mal. Pas mal. Allez, sa mèche blonde. Quoi, blanche? Oui, blond, ça marche. Non, ça va. Non, mais la mèche est très bien. Dressée en l'air, un peu à la façon d'une plume. Et pourtant, Titeuf est bien né en 1993 de l'imagination et du crayon du Suisse Philippe Chapuis, plus connu sous le pseudonyme de Zep, invité du Grand Oral. Bonjour. Bonjour. Vous avez vu, depuis le début, je fais gaffe à pas dire le papa de Zep, parce que j'ai lu quelque part que ça vous énervait. Le papa de Titeuf. Ouais, de Titeuf, pardon. Ah, joli lapsus. Je me suis habitué, mais c'est vrai qu'il y a ce truc particulier dans la bande dessinée où souvent on n'est pas l'auteur d'un personnage, on est son papa ou sa maman. Et j'ai jamais entendu que J.K. Rowling était la maman d'Harry Potter, par exemple. Donc, vous n'êtes pas le papa. Et c'est quelque chose qui est un peu... ça donne un peu une fausse idée de la relation qu'on entretient avec son personnage, parce qu'on n'est pas... On est le double du personnage. Enfin, le personnage est notre double, il n'est pas notre enfant. Naissance de la relation avec ce double, il y a 30 ans. Vous êtes dans un atelier, premier étage, si je me souviens bien, en tout cas à l'étage. Voilà, un atelier qui donne dans une cour. Qu'est-ce qui se passe ? Et en fait, à l'heure de la récré, c'est le vacarme. Donc, généralement, je me mettais à la fenêtre et puis je regardais un petit peu ce qui se passait. Et un jour, j'ai un espèce de retour d'enfance, alors que mon enfance était déjà assez loin. J'avais 24 ans et j'étais loin d'avoir des enfants. Et j'avais oublié, j'avais quelques souvenirs d'enfance, le genre de souvenirs, d'anecdotes qu'on se rappelle dans les repas de famille. Et j'avais oublié ce qui faisait vraiment la teneur de cet âge-là. Et de regarder les enfants jouer entre eux, se bagarrer, se chamailler, créer des mots valises, des néologismes pour s'envoyer des insultes à la figure, ça m'a replongé dans cet âge-là, dans tout ce que ça avait à la fois de drôle, de ludique. On s'amusait, il y avait une envie de jouer tout le temps, mais aussi de grave, des inquiétudes de cet âge-là. Oui, les sujets sont très sérieux. Il y a beaucoup de sujets sérieux et qui sont souvent occultés parce qu'il n'y a pas vraiment de place pour les exprimer en tant qu'enfant. C'est souvent compris au mieux comme de la poésie, au pire comme une lubie. C'est-à-dire quand on arrive avec une inquiétude. Bon, maintenant, on en voit plus facilement, on écoute peut-être plus facilement les inquiétudes des enfants, mais quand moi j'étais enfant, c'était des choses qui restaient entre nous. En fait, on les communiquait assez peu aux adultes. Et là, vous regardez cette cour de récré et vous revenez à la table de travail et Titeuf est né. Voilà, Il s'appelle pas encore Titeuf d'ailleurs, mais... D'abord, c'est l'enfance qui revient. Ouais. Donc, je note assez rapidement dans un cahier. C'est presque un truc hypnotique en fait. Quand une idée arrive, on se dit il faut la capturer. Donc, je commence à la mettre sur papier. Je note des morceaux de dialogue qui arrivent et tout s'est mis en place assez vite. En fait, c'est ça qui était qui est le signe que quelque chose se passe d'intéressant. Parce que souvent, on peine un peu sur un scénario. Et là, tout s'est mis en place très très vite, les personnages, les dialogues, les noms. Et Titeuf est né en quelques minutes. En quelques minutes. Quand vous aviez l'âge de Titeuf ou de ses personnages, vous dessiniez déjà et vous aviez découvert le pouvoir du dessin, mais aussi le pouvoir de l'humour à l'école. Ah oui, il y a quelque chose de magique dans le fait de dessiner. Vous empêchiez des copains de se bagarrer? Ouais, alors c'est pas arrivé très souvent, mais une fois je me suis rendu compte de ça. C'est-à-dire que j'étais le dessinateur de l'école. Je m'étais rendu compte que dessiner, ça avait quelque chose c'est une espèce de tour de magie, on le fait et les gens sont un peu captivés. Ils sont captivés quelques secondes, mais enfin, on arrive à maintenir l'attention. Et quand j'étais à l'école, c'était ma manière de trouver ma place. J'étais le dessinateur de l'école et je racontais les histoires. Donc souvent, on me demandait d'inventer une histoire pour tel ou tel sujet. Et une fois, il y a deux camarades un peu il y a eu une fois un combat qui était annoncé dans la cour d'école. Un tel et un tel vont se battre. Et j'avais fait un petit dessin, comme un dessin de presse, en fait, qui racontait cette espèce de guerre larvée entre ces deux personnages.
Ça avait fait marrer toute ma classe, y compris les deux protagonistes qui avaient arrêté de se battre, en fait. Oui, Ils se marraient, il n'y avait plus de raison de se taper dessus. C'est génial. Et je m'étais dit, il y a quelque chose à faire, en fait. Ouais. Effectivement, le dessin... Donc tout ça vient de loin, quand même. Des amorces. Ouais. Première version de Titeuf. Et là, comme Marcel Proust et d'autres, refusé par plein d'éditeurs. Oui, envoyé partout. On a failli ne jamais connaître Titeuf. C'était une longue série de refus. En fait, il y a eu beaucoup de refus. Et quand j'ai commencé Titeuf, peut-être aussi, c'est ce qui lui a permis d'avoir cette liberté de ton, je n'avais pas prévu de l'envoyer. Comme je venais de subir vraiment des semaines de projets refusés, je m'étais dit, là, je vais faire un projet que pour moi. Donc, j'étais très libre dans l'écriture. Et quand j'ai relu mes pages, je me suis dit, c'est quand même pas mal. Donc, je vais quand même l'envoyer. J'ai réenvoyé à tout le monde et tout le monde l'a refusé. Tout le monde l'a refusé. Jusqu'au moment où vous recevez un coup de fil et vous êtes persuadé que c'est un canular. Ouais, parce que c'était le seul éditeur, le grand éditeur des grands éditeurs de la place parisienne ou belge, Glénat, à qui j'avais pas envoyé d'édition Glénat, qui était plutôt spécialisé dans la bande dessinée adulte et historique. Donc je voyais pas trop en quoi Titeuf, qui déjà n'intéressait personne, les intéressait, donc je n'aurais pas envoyé ça. Et un des directeurs de collection que je ne connaissais pas à l'époque, Jean-Claude Camano, m'appelle et j'ai pensé que c'était un copain qui me faisait une faute. Voilà, allez, salut. On a vraiment failli pas le connaître. Dieu, le sexe et les bretelles, on est en 1993 quand sort le premier album de Titeuf, dont on fête aujourd'hui les 30 ans. Avec Zep, on vous retrouve, si vous le voulez bien, juste après l'anti-sèche d'Emma. Emma, bonjour. Bonjour Emmanuel. En ce moment au cinéma, on peut voir le film Tirailleurs du réalisateur Mathieu Vadepied avec Omar Sy dans le rôle principal. On ne connaît pas très bien l'histoire de ces tirailleurs que l'on croise pourtant dans les programmes d'histoire lors de sa scolarité. Tout à fait. Alors Omar Sy interprète le personnage de Bakary Diallo, qui est un Sénégalais qui s'engage dans l'armée française. Il veut y retrouver son fils qui, lui, a été recruté de force. Voilà, quand on dit guerre, c'est évidemment la Première Guerre mondiale. Tout à fait. La Première Guerre mondiale, en 1917, en pleine guerre même. Et l'histoire de Bakary Diallo et de son fils, c'est la vraie histoire de milliers de Sénégalais qui ont combattu pour la France pendant la Première Guerre mondiale, qu'on appelle donc les tirailleurs, et dont on parle très peu lorsqu'on évoque l'histoire de cette Première Guerre mondiale. Et on ignore souvent que c'est une armée qui existait bien avant. Oui, c'est une armée créée bien avant la Première Guerre mondiale. C'est Napoléon III qui crée le premier bataillon en 1857 avec une mission, aider les Français à conquérir des territoires en Afrique. Le premier bataillon est composé de 500 hommes, mais ça grimpe vite et les tirailleurs sénégalais représentent des dizaines de milliers d'hommes à terme. Et donc lorsque la Première Guerre mondiale éclate, ils sont recrutés en renfort de l'armée française. Oui, car les soldats français étaient en nombre largement inférieur par rapport aux soldats allemands. La France a alors décidé d'envoyer ses soldats africains, ce qui a représenté 400 000 hommes en tout. D'accord, quand on dit c'est parce qu'il y a eu la colonisation entre-temps, c'est ça? Absolument. La France contrôlait alors le Sénégal, le Mali, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Niger, mais aussi l'Algérie, le Maroc et la Tunisie, ce qui explique l'armée de 400 000 hommes. Ces hommes n'y allaient pas tous de gaieté de cœur, loin de là. Ils étaient forcés à aller au combat, ce qui encore aujourd'hui alimente la rancœur de certains de ces pays envers la France. Il faut dire que les conditions n'étaient pas les mêmes que celles des soldats français. Exactement. Par exemple, sauf quand ils essaient de mourir. Mais voilà. Sinon, ils n'étaient pas, par exemple, ils étaient payés moins. Ils touchaient de plus petites pensions une fois rentrés chez eux. Et cette inégalité de la pension de retraite des militaires a duré jusqu'en 2007. Mais vous imaginez bien qu'en 2007, de nombreux tirailleurs étaient déjà morts. Mais certains ont quand même pu voir la fin de cette inégalité, puisque je vous parlais de la Première Guerre mondiale. Mais les tirailleurs ont continué à renforcer l'armée française durant la Seconde et aussi pendant les guerres d'Indochine ou d'Algérie, ce qui explique que certains étaient encore vivants en 2007. Et dans les années 60, à la fin des années 60, avec la décolonisation, disparaissent les tirailleurs. Lors de l'indépendance de tous les pays d'Afrique que je vous ai cités un peu avant, l'histoire de ces hommes a été très peu racontée et continue à être très peu racontée, même si j'ai trouvé une toute petite mention quand même dans les manuels scolaires, ça reste très mince, donc allez découvrir. On va au cinéma pour en apprendre plus sur ces tirailleurs. Merci beaucoup Emma, restez concentrés. Grand oral. Eh ouais, restez concentrés, vous avez une fan. Vous savez ça. Il y a 3 jours, j'ai envoyé un SMS pour savoir si elle connaissait un peu Titeuf et elle m'a répondu, je cite, c'est toute mon enfance, tu rigoles, 4 points d'exclamation. 4. Je regardais à fond Chaumont Cruel, Pelle la Plisse, la petite sœur Zizi, Nadia, je suis fan. Donc, si on a une fan, moi je propose qu'on continue en mode quiz. Emma, est-ce que Titeuf a toujours eu une mèche blonde? Oh là là, c'est super dur. Oui, non. Non, attendez, il avait un moment... Non, un moment, il avait les cheveux comme ça. Non, pas tout le temps. C'est vrai? Alors moi, je pensais à autre chose. Je pensais au fait que le premier album, il n'est pas en couleur. Non, le premier album est en noir et blanc, donc sa mèche est blanche. Et il y a un album où il se fait arracher sa mèche en début d'album. Très bien. Il fait une partie de l'album avec un bonnet. Voilà. Pour pas qu'on voit son... Ah, mais oui, je me souviens aussi. Ouais. Excellent.
Ok, 20 sur 20. Zep s'appelle Zep en hommage à Led Zeppelin ou alors parce qu'il était scolarisé en Zep? La première. C'est juste. Grand fan de musique. Vous en faites maintenant? Vous composez? Vous jouez? J'en fais, ouais, bien sûr. Moi, j'ai vu une petite vidéo, vous faites de la guitare, vous chantez? Ouais. Pas en duo d'ailleurs. Un mais projet musical en ce moment. Et puis, c'était le nom d'un petit magazine qu'on faisait au lycée qui contenait beaucoup de choses très potages sur nos profs, mais aussi des infos sur la musique. Donc, on avait appelé Zep en hommage à Led Zeppelin. Eh ouais, c'est l'autre grande passion quand même. Zep, Emma aurait pu devenir prêtre ou pasteur? C'est vrai ou faux? Faux. C'est un peu exagéré. Oh non, ouais. Non, mais j'ai eu une période de ma vie où j'ai lu la Bible avec beaucoup d'intérêt et je me suis inscrit comme auditeur à la faculté de théologie. Et ça m'a aidé des années plus tard où j'ai fait un album qui s'appelle Un bruit étranger beau sur l'histoire d'un moine. Ça m'a toujours fasciné en fait, ces gens qui s'échappent du monde et qui vont vivre dans des monastères. Je trouve ça assez incroyable. Voilà, et aujourd'hui, ça vous habite encore? J'ai plus du tout envie de. D'accord. Ça m'a passé assez vite, mais disons que ça m'a donné des bases de lecture en tout cas. Zep, Emma est capable de transformer un zizi en éléphant en 3 coups de crayon. Oh bah oui, sûrement. Oui. Et pendant que vous le faites, je raconte l'anecdote qui est que le grand jeu avec votre voisin de classe, c'était de gribouiller des trucs obscènes sur le bureau et de les transformer en quelque chose d'acceptable, hein, en 3 coups de crayon. Au dernier moment, le sexe devenait un éléphant. Donc là, pendant qu'on a le dessin, alors on va le montrer parce que sinon c'est pas rigolo. Ouais. Voilà, on le voit, on devine, très bien, parfait, nickel, bougez pas. Donc tac. Et là, le prof arrive. Je fais le prof, moi. Tac, 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 tac. Ah ouais! Éléphant. Excellent! Ok, bon, l'éléphant, on peut. Tout à fait. Eh ben, on l'a. Voilà. Génial. Autre question. Jair Bolsonaro, l'ancien président brésilien, a lu le guide du zizi sexuel. Vrai? Oui, c'est vrai. Et ça a été d'ailleurs une de ses batailles pendant sa présidence et même avant. Il voulait faire interdire le guide du zizi sexuel au Brésil. Moi, j'ai découvert comme ça Jair Bolsonaro parce que des amis brésiliens m'avaient envoyé une photo de lui peut-être 2 ans avant la présidentielle où il était là et il brandissait le guide en mettant le doigt. Il y a un endroit où on doit mettre son doigt pour simuler un coït, pour expliquer comment ça marche. Et donc, il était là. C'était assez drôle parce qu'il faisait quelque chose qui est plutôt rigolo. Il mettait son doigt dans le zizi d'un personnage, puis il faisait comme ça, mais avec son visage de méchant, comme ça, assez énervé. Et le soir du show télé, en fait, normalement de l'affrontement des 2 candidats, lui avait refusé de venir faire ça, donc il est venu seul aux 20h qui précédait juste le dernier tour de la présidentielle. Et il sort le guide du zizi sexuel et il se met à respecter. Les journalistes sont là, oh non, parce qu'évidemment, quand vous allez présider le Brésil, c'est pas exactement le sujet le plus violent. Mais pour lui, c'était un des outils de campagne, c'est-à-dire qu'il accusait ses adversaires politiques d'avoir distribué des guides du zizi sexuel dans toutes les écoles. De vouloir corrompre toute la jeunesse brésilienne. La jeunesse brésilienne et en faire une nation une génération de dépravés. Le papa de Zep était-il chauffeur de bus ou policier? Policier. C'est comme à l'école. Il était policier, Emmanuel. Bravo Emma, excellente réponse. Oui. Et alors pourquoi je dis chauffeur de bus? Parce que c'était un immeuble de On est en Suisse et vous étiez dans un immeuble où il y a une allée de flics, une allée de chauffeurs de bus. Ouais. Donc on était comme ça répartis. Voilà. Et ça compliquait la vie quand vous vouliez menacer les petits camarades dans la cour de récré? On n'avait pas du tout l'argument de dire mon papa est policier, je vais me plaindre à lui parce que tous les papas étaient policiers, donc c'était pas drôle du tout. Dernière question. Titeuf est-il mortel? Non. Quoi? Il est mort une fois. Il est mort une fois, exactement, oui, c'est vrai. Il est mort une fois dans une planche publiée dans un blog du Monde. Oui, c'était pendant la crise des migrants en 2017, je crois. Ah oui. Très belle planche, je vais le dire moi parce que vous n'allez pas oser le dire, hein, très bouleversante. Vous avez repris, vous Titeuf et toute la bande, hein. Il y a Nadia, il y a tout le monde, victime d'un attentat, victime de guerre d'ailleurs, je dis des bêtises. Oui, ils se réveillent et ensuite ils doivent partir. Dans une ville en guerre. Voilà. Donc c'est le quotidien de Titeuf, mais avec des bombardements, des snipers. Et c'était pour raconter
avec un personnage de fiction, ce qui était la réalité de ces gens qui arrivaient massivement en Europe cet été-là, et on entendait énormément de discours qui continuaient à dire que c'était des gens qui venaient un peu faire du tourisme ou qui étaient des réfugiés économiques, alors qu'il y avait une vraie réalité absolument terrible. Et là, vous sortez cette planche. Voilà, tout le monde racontait. Il y a énormément d'éditorialistes qui expliquaient ce qui se passait. On voyait tous les jours des images qui étaient bouleversantes de familles qui arrivaient. Et je vous rappelais ces frontières avec des barbelés où les gens étaient bloqués aux barbelés, c'était atroce. Et je me disais, mais comment on peut montrer ça pour que ce soit touchant? Et je me suis dit, il faudrait que ce soit un personnage de fiction qui le vive, parce que souvent, on est plus ouvert à la fiction qu'aux images réelles, parce qu'on est blindé par rapport à ces images d'infos. Et je m'étais dit, ce serait bien de le faire avec Astérix. Et ma femme m'a dit, ce serait peut-être bien que tu le fasses avec Titeuf, en fait. Ouais. Et voilà. Et c'est voilà comme ça. Je l'ai fait. Il y a eu quelques morts dans l'univers Titeuf. Bon, 20 sur 20 quand même. 20 sur 20, mention super bien. Merci. Il paraît que vous avez dit un jour que vous étiez heureux d'avoir créé un personnage aussi simple à dessiner, parce que si vous aviez créé Blueberry, vous auriez dû le définir et les faire 100 000 fois en dédicace, vous seriez ouvert les veines. Vous lui faites une petite dédicace spéciale Titeuf, comme ça, la faire la récré. Et on la retrouve, Emma, dans 3 secondes, 2004, le Grand Prix de la ville d'Angoulême pour l'ensemble de sa carrière. Pour Zep, plus de 20 millions d'albums de titres neufs vendus dans le monde, des aventures diffusées dans plus de 25 pays, dont la Chine. Et ça, c'est l'album des 30 ans. Il est formidable. Pause récré, Emma. Non, vous le dessinez. Elle va faire la récré, vous le dessinez, vous l'offrez, ou c'est quand vous voulez. Oh là là, sentez-vous libre, c'est une zone de liberté. Ça va, je vous fais bosser aujourd'hui. Bah ouais, en plus, on va la faire rapide, la récré, parce qu'évidemment, on a pris un petit peu de temps. D'habitude, vous nous racontez des histoires qui auraient pu mal se finir, mais comme vous aimez les belles histoires, là, il y a toujours un happy end. Voilà, il y a un happy end. Mais en fait, ça a mal commencé. Ça commence à l'aéroport de San Francisco, en Californie. Il y a un voyageur qui arrive de Chine, avec un petit chiot de 3 mois. Il n'a pas les documents nécessaires pour l'emmener avec lui à San Francisco. Du coup, il l'abandonne à l'aéroport. Horrible, vraiment. Qu'est-ce qui devient ce petit chien abandonné alors? Eh bien, en fait, il y a 2 options. Soit renvoyer le chien vers la Chine seul ou l'abandonner. Mais les employés de l'aéroport ont choisi la 3e option, s'occuper de lui le temps de lui trouver une famille. Mais c'est mignon. Donc voilà, il a fait une petite quarantaine. Mais j'adore. Il a fait une petite quarantaine obligatoire. Puis ensuite, la SPA s'en est occupée, a lancé un appel à l'adoption. Et ils ne sont pas allés chercher très loin, puisque c'est un pilote de la compagnie United qui a recueilli le petit chien. D'accord, il a des enfants, il faut dire, le pilote. Voilà, il a 2 enfants. Il s'appelle comment le chien? Il a un nom? Polaris, pardon. Vous serez cloué au pilori. Polaris. Et donc voilà, il a même eu droit à une fête d'adoption à l'hôpital, au terminal 3 de l'aéroport de San Francisco. Donc voilà, morale de l'histoire, n'abandonnez jamais votre chien. Parce que, voilà. Terminez votre chronique quand même, morale de l'histoire. Morale de l'histoire, c'est qu'il ne faut jamais abandonner son chien. Et il y en a un qui risque pas d'être abandonné, c'est lui, Théodore, parce que oui, je voulais vous l'annoncer officiellement dans la quotidienne. Il est où, Théodore? Il est là. Oui, regardez comme il est mignon. Il est beau. Voilà, il se la coule douce. La vie est très belle pour lui depuis qu'on l'a. C'est le cadeau de Noël d'Emma. Voilà, c'est mon Elle a fait campagne pendant 1 mois sur School TV pour que c'est vrai. Et je l'ai Théodore. enfin, et il viendra vous faire un petit coucou dans la quotidenne, c'est promis. Ok, super. Et là, vous avez votre dédicace. Évidemment, je vais dans le bon sens. Avec Emma, on s'est connus spermatozoïdes. C'est un honneur, merci. Je vais laisser Zep vous l'offrir. Zep qu'on retrouve dans 3 secondes, c'est la musique. Merci beaucoup, merci. Le génie de Zep est d'avoir su utiliser la candeur de son personnage pour questionner la société à travers un certain nombre de grands thèmes comme l'intolérance à l'écologie, la religion, la place des handicapés ou le pouvoir de l'argent. C'est l'extrait d'un portrait publié dans Le Monde sous la plume de Pascal Crémer, portrait de Zep que l'on a la joie de recevoir à l'occasion des 30 ans de Titeuf. Qu'est-ce qui a changé dans votre perception, dans votre façon de voir les enfants en 30 ans? Beaucoup de choses, parce que déjà en 30 ans, j'ai eu des enfants moi-même. Et je pense que j'aurais complètement orienté différemment le personnage si j'avais été papa déjà au moment où je le fais. Par exemple. Et je me suis rendu compte que très souvent, les auteurs de fiction, que ce soit du roman jeunesse ou de la bande dessinée, qui dessinent des aventures d'enfants, sont eux-mêmes parents. Et c'est un réflexe qu'on a souvent, c'est qu'on a envie de raconter le monde à nos propres enfants et d'en faire une version peut-être plus positive. Un peu édulcorée, un peu sympa, il y a de la lumière au bout du tunnel, c'est ça? Parfois sincère, mais en tout cas d'avoir une espèce d'input positif là-dedans, de donner du courage à nos enfants, de les encourager pour cette enfance. Et moi, j'ai pas du tout eu cet aspect-là parce que je suis parti de mes propres souvenirs d'enfance et avec
j'avais pas besoin d'être gentil avec le personnage. J'ai raconté ce qui me semblait être ma réalité d'enfant. La réalité d'un enfant qui serait pas mon enfance qui était dans les années 70, mais Titeuf qui était un enfant de cette époque-là, comment il réagissait à ce qu'il voyait autour de lui, aux choses qui lui semblaient absurdes. On était en pleine période, pleine époque du sida. Il y avait le sida, ouais. Il y a un dessin que j'ai revu en feuilletant là où il met un préservatif sur sa mèche. Voilà, il jouait avec ça. Enfin, il y a à la fois le jeu et en même temps des questions, comment s'amuser des choses qui sont anxiogènes à cet âge-là. Donc pour moi, c'était un espèce de guide de survie de l'enfance. Ouais. C'est aussi un chroniqueur d'actu, Titeuf, parce qu'il parle de plein de sujets. C'était rappelé dans le papier de Pascal Crémière, d'ailleurs, mais le chômage, le racisme, etc. Enfin, c'est de la revue de presse, Titeuf. En fait, c'est la récré, c'est la revue de presse. On parle énormément de ce qu'on entend. Et en plus, ce qui est amusant, c'est qu'on l'entend. Enfin, ce qui est amusant et inquiétant, c'est qu'on entend des choses un peu parcellaires. On n'écoute pas forcément tout. On entend nos parents qui sont en train de parler de quelque chose, mais ils n'en parlent pas forcément avec nous. On entend des choses à la télé, on voit de l'info, on voit des choses dans la rue. Et on essaye de créer une histoire là autour. Parce qu'on ne nous explique pas tout. On n'a pas le temps de tout expliquer à ses enfants. Moi, j'ai été parent de 3 enfants, donc je vois bien les enfants qui disent pourquoi tout le temps. Et à un moment, on lui dit parce qu'on en a marre. Donc, on ne prend pas le temps d'expliquer tout. Et ça veut dire que l'enfant, il va se glisser dans ces zones non expliquées pour inventer quelque chose. C'est aussi une porte ouverte à l'imaginaire. Ouais. Alors, c'est à la fois génial, mais en même temps, c'est pour le meilleur et pour le pire. On parle beaucoup, évidemment, de Titeuf, des 30 ans, mais votre dernier album original, c'est pas du tout Titeuf, c'est Ce que nous sommes, album d'anticipation dans lequel vous évoquez l'humanité en 2113. Ça se fait comment l'articulation entre tous ces univers? Et puis bon, je cite que ces deux-là, mais il y en a eu plein d'autres, en fait. Parce que, En fait, j'ai commencé à faire pour moi, ce qui était évident, c'est que j'avais envie de faire de la bande dessinée quelque chose où je continue à m'amuser toujours. Dès le départ, je me suis dit, si j'ai un devoir, c'est de ne pas m'ennuyer. C'est quand même fou de faire de la bande dessinée. C'est génial. Et c'est vrai que j'ai rencontré des auteurs qui étaient fatigués, qui disaient, j'en ai marre, je fais le tome 25 de ma série, j'en peux plus. Et c'est un métier où on est quand même relativement libre. Donc chaque fois qu'un autre sujet m'intéressait, je faisais un pas de côté et je faisais un album, je faisais une infidélité à Titeuf. Titeuf, c'est ma seule série, en fait. C'est la seule chose qui m'accompagne sur toute ma vie maintenant. Mais à côté de ça, je fais des pas de côté régulièrement. Et quand j'ai eu 45 ans, comme ça, j'ai eu envie de raconter des histoires plus adultes et plus graves. Et ça, pour moi, c'était le gros changement. C'est est-ce que j'avais le droit, alors que j'étais un auteur d'humour, alors j'avais fait plein de pas de côté dans des thématiques humoristiques, mais tout à coup de raconter quelque chose sans faire le rigolo. Je l'ai fait une première fois avec une histoire d'homme, et puis c'est quelque chose que j'ai qui revient régulièrement avec un dessin différent. Là, pour le coup, j'ai adapté un dessin plus réaliste. Parce que le Zeb qui dit, je vous cite, dans la nature humaine, il y a un truc intrinsèque de l'ordre de la fraternité. On n'a pas d'autre choix que d'être liés. Il est tout de même inquiétant de se dire qu'on est la première espèce animale qui a réuni tous les moyens de détruire son habitat. J'allais dire, on a tout votre univers. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a quand même cette foi. Alors, vous dites fraternité, moi j'aurais dit en amitié, en tout cas dans la relation, on va dire, et dans notre commune humanité. Et puis une inquiétude terrifiante qui vous habite. Oui, et souvent, je me rends compte que mes récits d'anticipation, mes récits plus réalistes, c'est souvent des sujets assez angoissants. C'est ça. Mais, vous avez remarqué, vous aussi. Oui, mais j'essaye d'en faire quelque chose qui ouvre sur une possibilité. Il y a une lumière à la fin. Il y a une lumière, ouais, parce que autrement, c'est juste... si c'est que noir, je trouve que c'est terrifiant. Et je pense je me suis rendu compte de ça en faisant cette bande dessinée que vous citiez sur les migrants, avec Titeuf qui mourait, c'est que dans une histoire de fiction, on peut partager énormément de choses. On peut ouvrir le débat sur beaucoup de choses. Alors que c'est beaucoup plus difficile quand vous avez un spécialiste qui vient, qui vous parle d'un sujet qu'il connaît 1000 fois mieux qu'un auteur de fiction. On va l'écouter, mais avec une certaine distance. La fiction, on se lie avec les personnages, on vit l'histoire avec eux, donc on est beaucoup plus touché. Allez, on va continuer à parler d'art et de comment l'art peut aussi nous soigner avec le cours particulier de Marie. Merci beaucoup, Emma. Merci à vous. Je vous laisse le partir. N'oubliez pas votre dessin. Merci, Emma. Merci beaucoup. Cours particulier. Et dans le cours particulier, aujourd'hui, on parle de dessin, c'est bien la moindre des choses, de dessin d'art-thérapie pour les enfants déplacés. Marie, bonjour. Bonjour Emmanuel. L'art qui peut apaiser bien des mots. Oui, exactement. Et vous savez, ça peut presque sauver des enfants dans des situations particulièrement difficiles. Je vais vous parler des enfants déplacés à cause de la guerre. On pense aux enfants ukrainiens actuellement. Exactement. Il faut savoir que le déplacement d'enfants ukrainiens est l'un des déplacements d'enfants à grande échelle les plus rapides depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ces déplacements causent évidemment du stress et des traumatismes. Il n'y a pas que l'Ukraine. Non, il n'y a pas que l'Ukraine, on entend moins parler, mais par exemple, en République démocratique du Congo, des enfants se retrouvent dans des camps de réfugiés près de Goma.
Et eux aussi ont subi des traumatismes en fuyant les conflits armés entre l'armée congolaise et les rebelles du M23. Et donc le point commun des enfants dont vous allez nous parler aujourd'hui, c'est qu'ils bénéficient de dispositifs qu'on appelle d'art-thérapie. C'est ça, l'art-thérapie, c'est une discipline ou plutôt un accompagnement psychothérapique par la création artistique à Goma ou en Ukraine. Dans les camps de réfugiés, cela se révèle très précieux pour les enfants et les jeunes. Alors quel type d'art par exemple ? Toutes. On avait parlé avec Reza des ateliers photos dans les camps de réfugiés, les ateliers Reza. Il y a aussi le théâtre, évidemment le dessin, la danse, la musique. Les avis sont unanimes dans des contextes d'urgence humanitaire. Toutes ces disciplines permettent aux enfants d'extérioriser leurs peurs et leurs angoisses. De nombreuses études scientifiques d'ailleurs le prouvent, l'art-thérapie distrait les enfants des pensées négatives et les fait aller de l'avant. Donc extériorisation des peurs, soulagement de l'anxiété, et puis des activités qui cadrent aussi leur quotidien. Oui, c'est vrai. En fait, certains enfants ont vu leur école détruite ou ils sont déscolarisés. Donc, à défaut d'aller en cours, par exemple, les enfants déplacés du camp de Kanya-Rukshinya à Goma, en République démocratique du Congo, font du dessin chaque matin. Donc des activités qui structurent le quotidien. Vous avez des exemples d'actions, d'autres actions ? Oui. Alors les enfants de ce camp, par exemple, sont accompagnés par des artistes volontaires. Ils dessinent et font de la peinture avec eux. Ils sont encadrés par cette équipe qui leur donne un espace vraiment pour exprimer leurs émotions, mais aussi pour témoigner de ce qu'ils vivent. D'accord. Comme les enfants déplacés ukrainiens dont les dessins ont été repris dans certains grands médias internationaux. Oui, exactement. Tout à fait. L'Euromaidan Express, le Washington Post, par exemple, on les voit à l'écran, ou encore The Guardian ont publié des œuvres de ces enfants déplacés, une façon vraiment de témoigner du vécu de leur guerre à hauteur d'enfants, eux qui s'expriment avec moins de filtres souvent que les adultes. Et Marie, qui organise alors tout ça ? Ce sont des ONG ? Alors, il y a un certain nombre d'associations humanitaires, effectivement, ou d'organisations internationales qui mettent en place ces ateliers. Par exemple, l'ONG Proliska, ukrainienne, donc cette ONG, est soutenue par l'UNICEF et elle a fait des dons de matériel artistique et créatif pour les enfants dans les stations de métro de Kharkiv lors des bombardements. Ou encore l'ONG Voices of Children qui organise des ateliers d'art visuel avec des projets de 10 séances qui se tiennent sur une à deux fois par semaine. Et les enfants font là un travail à la fois individuel et à la fois un travail de groupe pour parler de leurs émotions et leurs sentiments face au passé, au présent et à l'avenir qui est pour eux souvent assez incertain. Et quand on avait parlé, si je me souviens bien, du travail de Reza, le photographe, il y avait l'idée aussi beaucoup d'impliquer les communautés. Oui. C'est pas un truc à part. Non, non, pas du tout. Il n'y a pas que les enfants qui sont impliqués. Le projet You Create, par exemple, de l'ONG Terre des Hommes, incite les enfants et les adolescents de l'Est de l'Ukraine à concevoir des projets au sein de leur communauté pour que leurs proches puissent aussi profiter de ces œuvres. Et les familles elles-mêmes aussi s'engagent. Parfois, elles n'ont pas besoin d'ONG ou d'organisations internationales. Les parents des enfants du camp en République démocratique du Congo soutiennent les équipes d'artistes volontaires. Et dans de nombreuses régions d'Ukraine aussi, ce sont les parents eux-mêmes qui mettent en place ces ateliers artistiques avec les moyens du bord. Marie, merci beaucoup. Sur la RDC d'ailleurs, je signale ce documentaire L'Empire du silence de Thierry Michel. Thierry Michel, c'est celui qui avait fait déjà ce très fort documentaire sur le docteur Mukwege. Et là, il a fait un très beau docu sur la RDC. Tout à fait. dont on ne connaît peut-être pas suffisamment la situation. Ouais. Marie, merci beaucoup. Art thérapie, ça vous parle ? À fond. À fond. Vous êtes beaucoup engagé auprès d'ONG Handicap International, ça je me souviens. Oui, d'ailleurs j'ai fait des ateliers avec des enfants qui revenaient de camps. Et je pense qu'à la fois pour témoigner, mais aussi des fois pour recréer aussi une espèce de bulle de protection, de préserver un imaginaire. Pour eux, c'est aussi un espace de sécurité de rentrer dans du dessin. Et que ce soit même pour des enfants qui vivent des situations beaucoup moins tragiques que ça, c'est quelque chose de très important. Tous les enfants dessinent et c'est un réflexe de santé aussi. Et puis il y a un plus tout à fait enfant, Philippe Chapuis, d'ISEP, qui dessine toujours. Qui lui est enfant, qui dessine toujours. Ça, c'est l'album des 30 ans. Il y a plein de... Il y a comment apprendre à dessiner Titeuf en 10 étapes. Il y a plein d'extraits des albums parus. Il y a quelques inédits. Il y a des textes de gens qui vous adorent ou qui adorent votre personnage. Merci beaucoup de nous avoir rendu visite pour ces 30 ans. Marie, merci beaucoup également. La quotidienne s'est terminée. Alors, je remercie tout le monde au maquillage. Laure Audemont à la préparation de l'émission. Marine Plantec, assistée par Dylan Coller. Au son, Mathieu Sullivan, Kylian Soula à la réalisation. Vous restez sur School TV et vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.